Des amants très discrets. Un couple franco-allemand dans l'après-guerre. Deuxième partie. Une adolescente obstinée. Le vendredi 1er septembre, l'affiche que nous craignions est placardée sur la porte de la mairie et dans les rues de Saint-Martin-Osmonville. C'est la mobilisation générale. Beaucoup de jeunes hommes et aussi des moins jeunes, anciens poilus de la Grande Guerre, vont partir. Aujourd'hui, nous sommes tous sur le quai de la gare de notre village pour assister au départ de tous les hommes en âge de combattre dans cette partie du canton, qui quittent leurs femmes et leurs enfants, leurs fiancés, leurs parents pour une durée indéterminée. Pour l'instant, ils vont rejoindre leur casernement. André, mon grand frère, est venu accompagner son ami René, qui a juste 1 an de plus que lui, ainsi qu'un de nos ouvriers agricoles, Lucien. Je me dis que si cette guerre dure, l'année prochaine ce sera le tour de mon frère. « Ne fais pas cette tête, Hélène, ils reviendront, » dit André. J'opine du chef avec un demi-sourire. Il a beau dire, je suis plus qu'inquiète. Je hais la guerre. Comment cet Hitler peut-il avoir autant d'ascendance sur un peuple entier, avec le pouvoir de mettre le feu à l'Europe entière pour imposer sa vision du monde? Comment le peuple allemand, un des plus instruits et des plus réfléchis, peut-il être soumis à ce point à cet homme et le suivre sans rien dire, au-delà de toute raison? Cet homme a désormais un pouvoir démesuré sur ce peuple à qui l'on doit tant de belles œuvres, d'une culture aussi avancée. Il l'a asservi, réduit au silence, a avili son esprit, détruisant même des ouvrages précieux en les jetant au feu. Comment est-ce possible? Il paraît qu'il a pourchassé tous ses adversaires de l'intérieur, juifs, catholiques, protestants, intellectuels, communistes, et même certains chefs d'état-major de son armée. Quand je le vois vociférer dans les actualités qu'on nous montre au cinéma, cet Hitler me fait peur. Il a l'air d'un démon. Nous avons des discussions sans fin avec André à ce sujet. Il se moque souvent de moi et de mes idées bien arrêtées pour mes 15 ans. Et quand mon père, ancien poilu de la Grande Guerre, s'en mêle, nous atteignons des sommets. Ces échanges font souvent sourire ma mère et ma grand-mère. La rentrée scolaire est bien différente cette année. Elle a été reportée au 9 puis au 14 octobre, afin d'organiser les remplacements des enseignants et du personnel mobilisés. En effet, de nombreux instituteurs manquent à l'appel et certaines classes sont regroupées. Certains garçons, en âge de travailler, ne viennent plus en classe. Ils restent pour aider leur mère à la ferme. La plupart des exploitations marchent au ralenti. Celle de mes parents est moins touchée. Pour l'instant, il ne nous reste qu'un ouvrier. L'entraide s'est installée avec nos voisins proches, tels les parents de René. Avec maman et grand-mère, nous nous occupons de la traite des vaches, de la transformation du lait, de la basse-cour, du potager et de la maison. Papa, André et Roger gèrent les gros travaux et donnent aussi un coup de main à nos voisins pour les labours d'automne, les semis et l'épandage du fumier. Sur le front, les choses sont ensuite allées très vite. En peu de temps, les troupes allemandes ont bien avancé en Pologne. Ils ont écrasé ce pauvre pays, comme Hitler l'avait d'ailleurs annoncé. Les journalistes ont beau prétendre que cette guerre n'est pas populaire dans la population allemande, à qui leur chef avait promis la paix, les faits sont là. En quelques jours, l'ennemi avait déjà pris Cracovie, l'ancienne capitale, et Varsovie, fuie par le gouvernement, et d'autres villes avaient été bombardées sans trêve. De l'autre côté de la Pologne, un autre ogre a attendu le 17 septembre pour envahir la partie orientale du pays et obtenir sa part du lion, avec son bout de territoire polonais, puis annexer les États baltes et envahir la Carélie, laissant le reste de la Finlande aux nazis. Quand je pense que les journaux ont osé parler de la neutralité de l'Union soviétique. Plus proche de nous, des troupes allemandes se rapprochent de la frontière entre le Rhin et la Moselle, mais les nôtres ont progressé dans la Sarre. Toutefois, notre avance s'est arrêtée là, et nos troupes se sont retranchées derrière la ligne Maginot. Du côté est, la pauvre Pologne a dû se sentir bien seule. C'est juste après la chute du gouvernement Daladier à la fin mars 1940 que mon frère reçoit son ordre de mobilisation. Cette fois, notre famille et quelques autres sont touchés par le départ de nos jeunes hommes. Après une dernière étreinte, ma mère se résout à lâcher son fils unique
avec un sourire et un geste de la main. Moi, je n'y arrive pas. Je ne veux pas quitter mon grand frère, je m'accroche à lui. Il a presque 4 ans de plus que moi. Il n'était donc pas un camarade de jeu, mais le grand frère protecteur. Lui et grand-mère ont toujours plaidé ma cause lorsque j'ai émis le souhait de faire des études. Grâce à eux, je termine ma dernière année en école primaire supérieure et je vais passer mon brevet cette année. Pour convaincre mon père, qui ne cernait pas l'utilité de poursuivre l'école alors qu'il y avait tant de travail à la ferme, mon instituteur, M. Hacheret, n'avait pas non plus ménagé ses efforts et ses arguments. Un bel avenir, la fierté d'avoir une fille institutrice. J'avais largement devancé les autres concurrents au certificat d'études dans le canton et brillamment réussi le concours des bourses. L'argument décisif avait été la bourse d'études et ma disponibilité pendant les vacances scolaires. Ce cursus a eu d'autant plus facilement l'aval de mon père que mon instituteur assurait les cours complémentaires dans l'école du village, ce qui me permettait d'être présente le matin et le soir pour la traite des vaches. Promets-moi de m'écrire, André. Promis juré, Crevette. Maintenant, je dois y aller. Et toi, tu as intérêt à bien travailler. Tu dois le décrocher haut la main, ce brevet. Car plus tard, je veux que tu fasses l'école à mes enfants. Et surtout, demande à M. Hacheret ce qui sera le mieux pour toi, le brevet supérieur ou les 2 baccalauréats. C'est contrainte et forcée que je me détache de lui pour le regarder monter dans ce train qui l'emmène loin de moi. T'inquiète, Crevette, nous ne les laisserons pas passer ces boches de malheur, me crie-t-il par la fenêtre. D'ailleurs, ils n'ont pas l'air décidés à nous attaquer. Ils sont toujours derrière leur ligne Siegfried et nous derrière notre ligne Maginot. Mes parents, grand-mère et moi, regardons le train partir, faisant de grands signes à tous ceux qui s'en vont, jusqu'à ce qu'ils disparaissent de notre vue. André, qui a d'abord été caserné à Rouen, a été affecté au 39e régiment d'infanterie, dans la 5e division d'infanterie motorisée. Il a d'abord été envoyé dans la Meuse, d'où il m'a expédié une brève carte postale. Depuis qu'il est parti, le seul fait notable est la bataille de Narvik, grâce à laquelle les Alliés voulaient couper les approvisionnements en minerais de fer de l'Allemagne, venant en majeure partie de Suède, et prendre le contrôle des mines de Gällivare. Mais les Allemands les ont devancés et ont envahi le Danemark et la Norvège le 9 avril. Les Polonais et les Français ont bien réussi à prendre pied dans la ville de Narvik, mais ne l'ont pas encore conquise. En ce printemps 1940, le régiment d'André est stationné aux alentours de Rethel. Avec sa division, l'une des 4 de la 9e armée et la seule motorisée, ils se tiennent prêts au cas où les Allemands attaqueraient la Belgique. La drôle de guerre, comme l'appellent les journaux, prend définitivement fin le 10 mai 1940. Nous sommes stupéfaits lorsque les journaux annoncent dans leur édition du 11 mai que les troupes allemandes ont pénétré aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, et que leur aviation a bombardé les villes ouvertes de Bruxelles, Anvers, La Haye, Nancy, Lille et Colmar, faisant de nombreuses victimes civiles. Ils ont violé la neutralité de 3 États et tentent maintenant d'empêcher tout mouvement de nos troupes en direction du front belge en mitraillant les routes et les nœuds de communication. Je me demande où est exactement André dans toute cette pagaille. Toute la famille est à l'affût de la moindre nouvelle. Nous suivons sur la carte l'avance des troupes allemandes et d'après ce que nous lisons dans le journal, elles se dirigent droit vers la zone où mon frère se trouve, près de Sedan. Lorsque nous apprenons que des combats très violents se déroulent de Sedan à la Moselle, nous tremblons pour sa vie. La ville a été évacuée et la lutte est acharnée dans ses environs. Mais les diverses nouvelles, parfois contradictoires, ne nous rassurent pas vraiment. Surtout lorsque nous lisons que certains villages ou bois dans le secteur de Sedan ont été pris et repris, pouvant changer 5 fois de main. Lorsque dans le journal de Rouen, je lis un entrefilet intitulé « Silence à toute la nation », nous intimant de ne pas colporter des rumeurs sur les évacués des régions de l'Est, refluant chez nous et victimes de bombardements sur les routes, le doute s'installe. Nous les voyons bien, nous, ces réfugiés, fuyant vers le sud, et nous entendons le récit de ce qu'ils ont vécu. Mais, bien entendu, il ne faut pas faire peur au reste de la population. Seulement, notre gouvernement semble oublier que le bouche à oreille va très vite. Lorsque le président du Conseil annonce à la radio le 18 au soir que la situation est grave mais pas désespérée, et que le maréchal Pétain venait d'être nommé vice-président du Conseil, nous n'avons été qu'à demi rassurés. Même mon père doute, car le dit maréchal a eu beau être efficace en 1916, aujourd'hui il a 84 ans. Nous frémissons d'horreur
lorsque dans le journal du 22 mai, nous lisons qu'Arras et Amiens sont occupés. Les Allemands sont à moins de 100 kilomètres de chez nous. En outre, l'armée corrab s'est effondrée. C'est justement celle dans laquelle se bat André. Hier encore, le journal parlait des combats acharnés livrés à Saint-Quentin et à Cambrai. Les Allemands progressent vite et ils se dirigent vers la Manche. Quand je pense qu'un rapport d'un député avait signalé en avril qu'il y avait des faiblesses dans le secteur de Sedan, déclare mon père. Les généraux n'en ont rien fait. Des incapables. Peu importe, répond ma grand-mère. Ce qui est fait est fait. Tout ce qui compte, c'est qu'André s'en tire. Mon père ne réagit pas à cette sortie. Ma grand-mère est d'ailleurs la seule à pouvoir lui couper la parole. 2 jours plus tard, nous apprenons que nos troupes ont libéré Arras et sont dans les faubourgs d'Amiens et aux abords de Cambrai. Notre armée semble dominer l'ennemi dans la Somme et la Meuse, mais dans le même temps, 15 officiers généraux sont relevés de leur commandement. Que devons-nous croire? Le roi des Belges a capitulé, mais le gouvernement belge continue la lutte aux côtés des Alliés, et apparemment, jusqu'à la fin du mois, les Belges ont contenu les Allemands sur la Lys. Dunkerque tient toujours et Narvik serait tombé entre nos mains. Depuis la 2e quinzaine de mai, ce sont des files de réfugiés belges et du Nord exténués que nous voyons passer. Notre pelouse et nos granges servent d'abri provisoire à ces pauvres gens qui descendent en direction du sud, sans savoir où ils vont réellement atterrir. Certains indélicats leur vendent du lait et même de l'eau au prix fort. Au moins mes parents se refusent à ce genre de marché. Profiter de la misère des autres n'est pas dans notre nature. Avec le mois de juin arrivent les grandes chaleurs. Les réfugiés continuent d'arriver, jour après jour. Aux dernières nouvelles, les opérations de nettoyage dans la Somme se poursuivent. Je me demande bien ce qu'ils entendent par là. Et des éléments de notre armée résistent magnifiquement dans le camp retranché de Dunkerque. Lorsque la presse parle ensuite d'évacuation des troupes alliées, nous nous disons que ça sent sérieusement le roussi. D'ailleurs, un communiqué du général commandant la 3e région militaire, démentant la rumeur d'une destruction inopinée des ponts de Rouen, montre bien l'inquiétude de la population. Les Franco-Britanniques ont beau résister héroïquement dans le Nord, les Allemands ont jeté des milliers de bombes sur Paris. Et le lendemain, ce sont 335 000 hommes qui sont réembarqués à destination de l'Angleterre, soi-disant dans d'excellentes conditions. Les 4/5 du corps expéditionnaire britannique, d'importants contingents des troupes françaises et des troupes loyales belges, ont été sauvés. Mais les autres? Et où est André? Fait-il partie de ceux qui ont embarqué ou de ceux qui ont freiné les Allemands jusqu'au bout et ont certainement été capturés? Pendant le même temps, la région havraise et Rouen sont bombardées. Nous devons nous préparer au pire, car l'ennemi s'approche de la Brelle. Ce ne sont plus seulement les Belges, les gens du Nord et les Picards qui prennent les routes de l'Exode. Les Normands aussi se précipitent sur les routes. C'est la panique. Car des blindés allemands sont arrivés le 4 juin au soir à Forges-les-Eaux. Certains habitants enfourchent leurs vélos, d'autres chargent lourdement leurs charrettes. Les plus démunis partent simplement à pied. Quelques-uns bénéficient d'une voiture, mais se retrouvent vite prisonniers des flux de réfugiés ou tombent en panne, faute d'essence. Mon père ne voit pas l'utilité de quitter la ferme. À la vitesse où vont les Boches, ils vont nous dépasser sur la route. D'ailleurs, où irions-nous? Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Et puis, il y a nos bêtes. À compter du 8 juin, nous n'avons plus eu de nouvelles de ce qui se passe dans le pays. Cependant, nous savons que Neuchâtel a été bombardé et que ces bombes ont provoqué des incendies ayant détruit 95% des maisons de la ville, et que le lendemain, les Allemands entrent dans Rouen. Depuis la carte postale qu'André m'a écrite fin avril, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et comme si notre inquiétude à son sujet ne suffisait pas, notre ferme a été réquisitionnée par les Boches. Nous nous sommes retrouvés avec 3 officiers. Le premier logé dans la chambre d'André, le second dans la chambre d'Amy et le 3e dans celle de ma grand-mère. Cette dernière a dû élire domicile dans la mienne, qui est dotée d'une petite salle de bain. Les officiers bénéficient de la salle de bain commune de l'étage. Depuis que papa a été blessé lors de la Grande Guerre, mes parents ont une chambre avec salle de bain au rez-de-chaussée. Mais les officiers ne sont pas les seuls à loger au domaine. Des soldats occupent l'ancien logement du meunier au moulin, qui héberge habituellement nos ouvriers. Roger, plutôt que supporter les chleux, a préféré s'aménager un coin dans la grange et rentre chez sa mère qui habite le bourg le dimanche. Inutile de dire que mon père ronchonne du matin au soir, et son humeur devient carrément massacrante lorsque l'armistice est signé le 22 juin. En ce qui me concerne,
J'étais plus préoccupée par les épreuves du brevet qui ont lieu malgré les événements, tout comme celle du baccalauréat. Et ce brevet, je l'obtiens haut la main. Papa a accepté que je m'inscrive au lycée, encore une fois grâce à M. Hacheret et à grand-mère. Je vais donc être interne au lycée Jeanne d'Arc à Rouen, comme boursière. Je crois que mon instituteur a eu le nez creux de me conseiller le lycée et le baccalauréat plutôt qu'entrer à l'école normale pour préparer le brevet supérieur, arguant qu'à terme, le baccalauréat serait un passage obligé pour enseigner. Et puis, ce diplôme peut m'ouvrir les portes de l'université. Autre bonne nouvelle, j'ai enfin reçu une lettre d'André. Ma très chère Hélène, enfin je peux t'écrire après toutes les péripéties que nous avons vécues, René et moi, car nous nous sommes retrouvés dans le même régiment. Le 10 mai, nous nous sommes battus au bord de la Meuse, dans le secteur de Dinan, en Belgique, tenant tête avec les autres régiments de la 5e division d'infanterie aux divisions blindées allemandes. À court de munitions et de supports aériens ou d'artillerie, nous avons dû nous retirer des combats et nous replier vers Dunkerque. Là, beaucoup d'hommes ont pu embarquer pour l'Angleterre, mais ça n'a pas été notre cas. J'ignore si Lucien était l'un d'entre eux. Avec René, nous avons été faits prisonniers. Mais lui a été blessé et a dû être hospitalisé. Je ne l'ai pas revu depuis. Les Boches ont récupéré certains équipements lourds laissés en plan sur place. Quelle tristesse! Après quelque temps en Stalag, d'abord au nord, puis à l'ouest de Munich, à la fin juin, j'ai été transféré depuis la mi-juillet dans un commando agricole, et je travaille dans une ferme, en Bavière, à Oberstdorf. Au moins j'ai les compétences pour accomplir les travaux qu'on me demande. Le temps paraît bien long loin de toi et de nos parents. J'espère que tout va bien à la maison, que vous êtes en sécurité en Normandie, épargnés par les combats. Prenez bien soin de vous, et j'espère que tu as eu ton brevet, ma crevette. Vous avez le droit de m'envoyer des colis. Quand vous m'en enverrez un, peux-tu y glisser une tablette de chocolat? Je vous embrasse tous tendrement, dans l'espoir de vous revoir bientôt. André. J'ai les larmes aux yeux en lisant la prose de mon grand frère. Il me manque tellement. Cette lettre rassurante ne m'empêche pas de m'inquiéter pour lui, mon protecteur, mon défenseur de toujours. Pendant tout l'été 1940, je travaille avec ma mère au champ, pour la fenaison et les moissons, en plus de nos tâches habituelles auprès de nos vaches laitières. Tout ce travail me permet d'éviter les officiers allemands. Enfin surtout un, qui semble avoir jeté son dévolu sur moi. Malheureusement, la plupart du temps, ces officiers prennent leur dîner avec nous dans la grande salle à manger. Donc, je ne peux échapper à l'acidité de mon soupirant. Mon père, quant à lui, ne répond que par onomatopée lorsque l'un d'entre eux lui adresse la parole. D'autant que nous avons appris entre-temps que Lucien est mort au combat. Seule ma grand-mère daigne leur parler, tout en gardant une certaine distance. Cependant, nous ne pouvons nous plaindre de ces hommes qui se montrent polis. Le logement semble leur convenir. Comment pourraient-ils être insatisfaits? Ils sont correctement logés, profitent du salon avec sa cheminée, des bons plats de ma grand-mère, même s'ils nous fournissent certains ingrédients en contrepartie. À leur arrivée, ils ont été surpris par la présence du moulin, du pigeonnier, sans pigeons puisqu'ils sont interdits, du pressoir pour le cidre, et par les nombreuses dépendances, granges, fenil, étables, box pour nos 2 beaux vieux chevaux de trait, garage pour notre vieux tracteur inutilisable, puisque l'essence est réservée aux occupants, et atelier pour entretenir et réparer nos engins agricoles. Eux, tout comme les soldats, jouissent aussi du verger et de la varenne, alimentant la roue du moulin, et dans laquelle ils peuvent se baigner. D'ailleurs, ils ne se gênent pas pour le faire, et dans le plus simple appareil. Il paraît qu'en Allemagne, le naturisme est monnaie courante, afin de mettre en évidence la supériorité de la race aryenne, grâce à ces images de beaux corps dénudés, sveltes, sculptés et en pleine santé, mais aussi une façon de rejeter la pudeur, si importante aux yeux des juifs ou même des chrétiens. Je trouve le second argument un peu tiré par les cheveux. En attendant, certaines en profitent pour se rincer l'œil, mais tous n'ont pas un score svelte et sculpté. Comme dans toutes les exploitations, nos bêtes ont été recensées car nos occupants sont de gros consommateurs de viande, surtout chez nous. Toutefois, est-ce parce que nous hébergeons des officiers et des soldats, mais aucune de nos bêtes n'a été réquisitionnée, pour l'instant. De toute façon, lorsque cela arrivera, nous n'aurons aucun moyen de nous y opposer. Ils contrôlent tout, et notamment la presse. Entre le 8 et le 24 juin, plus aucun journal ne nous parvenait. Ils ont aujourd'hui réapparu.
mais on perçoit bien la patte de la Propagandastafel. Le 30 septembre 1940, je quitte Saint-Martin pour ma première entrée au lycée. Monsieur Hacheret m'avait vraiment bien conseillé, car une loi supprimant les écoles normales primaires a été promulguée le 18 septembre. Même si le décret d'application n'a pas encore paru, je ne regrette pas de ne pas m'y être inscrite. Grâce à mon cher instituteur, j'ai fait le bon choix. Il paraît que dans tous les établissements scolaires, nous avons tous eu droit de méditer sur le sort de notre patrie. Regroupés autour du chef d'établissement et de nos professeurs, nous avons écouté avec recueillement le rappel du drame qu'a vécu la France et les appels pathétiques du chef de l'État. Des professeurs manquent à l'appel dans les lycées de Rouen comme partout ailleurs. Je présume que c'est parce qu'ils ont été faits prisonniers ou qu'ils sont morts au front pour certains d'entre eux. Un hommage est d'ailleurs rendu à ces derniers. Ce premier jour est surtout consacré à notre installation. Les cours ne commencent que demain. Nous sommes avertis que l'indolence n'est pas tolérée et que le lycée ne retiendra que les élèves volontaires et persévérantes, capables de fournir un effort moral et intellectuel soutenu. Tout élève ne fournissant pas cet effort sera déclaré indigne du privilège des études secondaires et sera rendu à sa famille. Au moins, nous sommes prévenus. Des conseils nous sont ensuite prodigués. Être attentive, silencieuse et propre en classe, régulière, ordonnée, soigneuse et exacte dans le travail, puis être bien élevée, patiente et calme dans notre conduite au lycée et dans la rue. Les professeurs ajoutent ensuite un petit cours d'après le manuel de civilité puérile et honnête, et de nombreuses recommandations au point de vue de la tenue. Je suis bien déterminée à suivre ces conseils, quoi qu'il m'en coûte, et à fournir tous les efforts souhaités pour atteindre mon but, enseigner. Dès les premiers jours d'octobre, j'apprends rapidement par la presse que le gouvernement a émis des décrets à l'encontre des Juifs. Cette mesure me surprend. Je sais que depuis quelques années, l'antisémitisme sévit sérieusement en Allemagne, mais en France, dans notre douce France, faut-il que le gouvernement de Vichy suive à la lettre les principes nazis et même précède les injonctions d'Hitler ou de ses subordonnés? Au lycée, nous avons quelques camarades israélites. Je ne sais pas si au cours des années précédentes il y a eu la moindre réflexion désobligeante à leur encontre, car je n'étais pas là. Pour moi, elles sont des camarades comme les autres. Cependant, une poignée d'élèves, lors des récréations, ont commencé à insulter haut et fort les Juives. En particulier une nouvelle comme moi, Élise Littmann, israélite et française. Son père, officier de réserve, s'est brillamment comporté lors de la campagne de France. Élise, fille toute menue aux longs cheveux bruns foncés frisés et aux yeux marrons, est une bonne élève, sérieuse, qui ne fait pas parler d'elle. Mais notre professeur de mathématiques ne l'apprécie visiblement pas beaucoup. Le 20 octobre, 3 camarades, s'il est possible de les appeler encore ainsi, qui s'étaient déjà signalés par leurs réflexions très vichistes et même antisémites, attendent Élise à la sortie, rue du lycée. Sans préambule, d'après Solange Renier, la seule amie que je me suis faite au lycée depuis la rentrée, elles se sont précipitées sur elle et l'ont giflée violemment. Solange a vainement essayé de s'interposer, mais elle s'est retrouvée ceinturée par l'une des agresseuses. « Renier, occupe-toi de tes affaires », lui a assené l'une d'entre elles. Élise s'est enfuie dès qu'elle a pu. Les 3 filles, très fières de leur exploit, sont parties en riant et en se félicitant d'avoir donné une leçon à une sale juive, d'avoir réussi à lui fendre la lèvre et à la faire saigner du nez. Elles se réjouissent déjà de voir Élise arborer le lendemain les marques de leur agression. À tort, car la mère d'Élise a certainement employé une bonne méthode pour soigner sa fille, et aucune marque n'est visible le lendemain. Cet incident m'a mise en colère et bouleversée, car les professeurs ne se sont pas émus de cette agression gratuite. Je ne me souviens pas avoir ressenti une colère aussi vive auparavant. Aussi, le lendemain de l'incident, je me rends au niveau du trio et les insulte copieusement, ce qui n'est pas du tout mon habitude. Comment 3 camarades de ma classe peuvent-elles attaquer sans motif, sinon pour son appartenance à une race, une fille sans défense? C'est alors que je comprends l'impact sinistre et manifeste de la propagande de Vichy sur certaines mentalités, et la responsabilité coupable et tragique de ce gouvernement, sans toutefois vouloir disculper pour autant les 3 agresseuses d'Élise. Cette histoire qui m'a tant scandalisée s'est produite quelques jours avant mon tour. Ces événements raffermissent ma décision de résister et de mettre Pétain et son gouvernement dans le même sac que les nazis.
L'atmosphère du lycée est vite devenue lourde, car certains professeurs ne manquent jamais l'occasion de glorifier le maréchal auprès de chaque classe, et les élèves soupçonnés d'avoir des sympathies gaullistes ne peuvent être que de mauvais élèves. Dans ma classe de seconde, le professeur principal connaît très bien les opinions politiques de chacune, car il est informé par sa fille. En ce qui me concerne, je suis plutôt classée parmi les cubénis, car mon argument pour défendre Élise a été la charité chrétienne. Pour rien au monde, je ne dévoilerai mes idées. D'autant qu'un certain nombre d'élèves sont farouchement pétainistes et représentent un réel danger. Certaines de mes camarades peu méfiantes ont eu des conversations dites tendancieuses au cours des récréations, et leurs propos ont été rapidement rapportés à qui de droit. Dès le début du 2e trimestre, elles en ont subi les conséquences. Tous leurs devoirs recevaient invariablement de mauvaises notes. Je ne peux pas me permettre ce genre de choses, et je choisis la discrétion et la prudence. Parler à tort et à travers de Gaulle ou de la résistance à un groupe de camarades ou participer au bouche à oreille peut paraître téméraire. Mais cette témérité stérile et irréfléchie est à éviter à tout prix. Il y a certainement beaucoup mieux à faire pour résister aux Boches et à Vichy que les cancans. À côté des mises à l'écart pour des problèmes raciaux ou idéologiques, il y a aussi celui de la classe sociale. Nombre d'élèves sont issus de la bourgeoisie rouennaise, donc de classes aisées. Mon statut de boursière m'a porté préjudice au début. Je ne cherche pas d'ailleurs à fréquenter les mijaurées qui rabaissent sans cesse les boursières comme moi. Je ne me sens pas inférieure à elles. Bizarrement, certaines ont changé de comportement lorsque l'une d'entre elles a appris, je ne sais comment, que mon père avait été maire de Saint-Martin et qu'il possède la plus grosse exploitation du bourg. Je suis devenue plus fréquentable à leurs yeux du jour au lendemain. Mais je n'ai rien changé à mes habitudes. Solange est boursière comme moi, mais elle est externe, et elle est restée mon amie toute l'année et les suivantes. Bien entendu, nous nous sommes rapprochés aussi d'Élise, que nous avons vite surnommée Lily. Chaque jeudi, j'ai le droit, comme toutes les internes, à une permission d'1 heure, de 16 à 17 heures, pour effectuer quelques emplettes dans le quartier grâce à notre pécule, à condition de n'avoir pas été punie. Solange me rejoint généralement pour faire un rapide tour des boutiques. Cette liberté est toutefois surveillée, car une pionne circule dans le quartier pour vérifier notre bonne conduite. Notre pécule, constituée par une partie de la bourse, ce qui est mon cas, et par les sommes éventuelles versées par nos parents chaque trimestre, j'avais aussi cette chance, est gérée par une intendante. Il est prévu que je regagne l'exploitation familiale à Noël, Pâques et pour les vacances d'été. Lorsque je rentre pour Noël à la maison, les Allemands sont toujours là, et mon père est toujours aussi ronchon. Le jeune officier qui me trouvait tant à son goût a finalement trouvé chaussure à son pied en la personne de Lucie Follet. Cette jeune femme du village fait des travaux de couture pour gagner sa vie, et sa mère tient la petite mercerie du village. Elle a sensiblement le même âge que lui, peut-être un peu moins, autour de 25 ans. Leur relation m'arrange, mais fait en revanche beaucoup jaser dans les chaumières. Comment une Française peut-elle se compromettre ainsi avec un chleu? Même si je ne me vois pas avoir ce genre de relation avec l'ennemi, je ne la juge pas. De ce fait, je me sens moins crispée lorsque ce jeune lieutenant tente d'engager la conversation avec moi à table. Il parle un français très correct, mais avec un fort accent. Hans, puisque tel est son prénom, est originaire de Bavière. Cette information, que j'ignorais jusqu'alors, éveille ma curiosité. J'en profite pour en savoir plus sur la région où se trouve André, et il ne se fait pas prier pour vanter la beauté de son land natal. Mais je mets tout de suite les régions au point. Je veux surtout savoir où a atterri mon grand frère. Apparemment, peu lui importe mes motivations à converser avec lui, puisque je lui montre un peu d'intérêt. J'ai aussi reçu une lettre d'André, à qui, bien entendu, j'avais annoncé ma réussite au brevet et mon entrée au lycée. Ma très chère Hélène, quelle bonne surprise ta dernière lettre. Je ne peux que te féliciter pour ton diplôme et ton entrée au lycée Jeanne d'Arc. Tu te rends compte que tu as intégré le premier lycée de jeunes filles de Rouen et le 2e de France, et que tu loges dans un hôtel particulier du XVIIe siècle, l'hôtel d'Arras. Mademoiselle flirte avec le grand monde. Blague à part, je suis fière de toi, ma crevette. J'espère que tout va bien à la ferme. Je n'ose imaginer papa, obligé de côtoyer des Allemands chaque soir. Tu me raconteras, je l'espère. Ici, en Bavière, à cette époque, il neige. Les paysages sont magnifiques.
Je suis sûre que la montagne te plairait. Mais dans ma petite chambre, je suis bien à l'abri. Je n'ai pas froid et je mange à ma faim. Tout va bien. Je t'embrasse très fort et donne-moi vite de tes nouvelles. André. Après le lait rationné pour la population générale dès décembre, l'hiver rigoureux suivi du printemps pluvieux de 1941 a un effet désastreux sur la récolte de foin à venir. Si l'été est sec et que le prochain hiver est aussi dur, notre élevage de vaches laitières va en pâtir, et par ricochet nos clients, c'est-à-dire les habitants. Avec le rationnement tous azimuts, tout le monde souffre et en ville plus qu'ailleurs. Maman m'a écrit qu'ils sont obligés de surveiller la basse-cour et les lapins, car de nombreux vols ont été signalés. Pas étonnant avec la pénurie de viande. Bizarrement, la présence des Allemands à la ferme nous préserve plus que les autres de ces rapines, que je ne peux totalement réprouver au vu de ce que je vois à Rouen. Comment vivre avec des rations qui diminuent au fil des mois? À ce tarif, c'est certain, les femmes vont avoir la ligne mannequin. Facile à comprendre quand on considère que la ration de viande par semaine et par personne est en ce printemps 41 de 90 grammes, celle de pommes de terre et de sucre de 125 grammes, celle de beurre de 75 grammes et de pain de moins de 2 kg. Ces rations, selon les produits, ont été divisées par 2 ou 3 par rapport à celles d'avant-guerre, quand ce n'est pas par 20 pour les pommes de terre, destinées en priorité aux Boches, grands consommateurs de Kartoffeln. Il n'y a plus de riz, et le café a pratiquement disparu. Logique, les chleux se les réservent aussi. Dans notre campagne, nous nous considérons comme des privilégiés, car même si nos rations ont diminué, c'est sans commune mesure avec ce qu'on voit en ville. Nous produisons notre lait et tous ses dérivés, crème, beurre, fromage. Nous cultivons nos légumes, dont ma mère et ma grand-mère font des conserves lorsque la récolte est très bonne. Nos volailles nous fournissent viande et œufs, tout comme nos cochons nous permettent de fabriquer des pâtés et du jambon. Les céréales que nous produisons nous permettent d'avoir notre farine. Ma grand-mère, qui se souvient de la guerre de 1870 et de la Grande Guerre, cache une partie de nos réserves dans le vieux souterrain qui va de notre cellier à la grange et au moulin. L'existence de ce souterrain datant certainement de la construction de la maison qui date du XVIIe siècle est connue de nous seuls. Une nouvelle lettre d'André, reçue en avril, me rassure sur son sort. Il répond à celle que je lui ai écrite le mois précédent, lui racontant les aléas de notre vie quotidienne, sans trop l'alarmer. Je ne veux pas qu'il s'inquiète trop. Ma très chère Hélène, ici aussi la vie continue malgré la guerre. Moi qui pensais que les hivers humides de Normandie étaient pénibles, c'était avant de mettre les pieds en Allemagne. La neige est attrayante au début, mais à la longue on s'en lasse. Il est vrai que je suis en montagne. J'imagine que ce doit être la même chose dans nos Alpes françaises. Cependant, je dois avouer que la neige n'est pas la même que chez nous. Elle est moins lourde, moins chargée d'eau. Je ne sais pas comment décrire cela. Et il en est tombé des tonnes. À Habersdorf, comme dans tous les villages de montagne, beaucoup de gens se déplacent à ski pendant l'hiver, y compris le facteur et les gamins pour aller à l'école. J'ai essayé, mais crois-moi, ce n'est pas évident. Ça a beaucoup fait rire mes patrons. Tu m'as parlé de la fièvre afteuse qui a sévi dans certaines fermes, mais ici il semblerait que le vent et le rude climat montagnard endurcissent les animaux et les rendent moins sensibles aux maladies. La famille chez laquelle je vis élève des brunes, une race bien adaptée à la région de l'Allgäu. L'élevage suit un autre rythme ici. Les vaches et les jeunes bovins ne peuvent être envoyés en alpage qu'en mai, après la fonte des neiges. Ils y restent jusqu'à la mi-octobre où la redescente dans la vallée est l'occasion d'une fête. La tête des vaches est décorée de couronnes tressées avec des fleurs, comme le rhododendron alpin, des fleurs de chardon, des branches de pin, mais aussi des rubans et des fleurs en tissu ou en papier, et elles portent des cloches. La plus richement décorée, la reine, mène le troupeau. J'y ai assisté à l'automne dernier, tu devrais voir ça. Il paraît que c'est la même chose dans toutes les Alpes, y compris chez nous. Je vais m'arrêter ici pour cette fois, car le devoir m'appelle. J'ai hâte de te lire à nouveau, Crevette. Raconte-moi un peu plus ta vie à Rouen. N'y as-tu pas rencontré un amoureux? Jolie comme tu es, ça ne devrait pas être difficile. Prends bien soin de toi. Je t'embrasse. André. Mon frère qui se demande si j'ai un petit ami, voilà qui est nouveau. Comme si j'avais le temps de songer à la bagatelle. Et puis, en dehors du jeune officier allemand, qui, lassé par mon attitude distance, est allé voir ailleurs, aucun garçon ne s'intéresse à moi. Il est plutôt joli garçon, cet Allemand, mais son gros défaut est justement d'être un boche. Point final. Les premières récoltes de légumes du printemps ont été tardives,
Mais enfin, nous avons des choux, des carottes, des poireaux, des navets, des pois, des radis et des laitues fraîches pour nous changer des conserves et des légumes secs. Disons que moi, j'ai manqué de légumes verts à Rouen, car à la maison, grand-mère a concocté tout l'hiver des soupes avec des poireaux, des choux et des carottes d'hiver. Comme je l'avais pressenti, nous n'avons pas récolté autant de foin que d'habitude. Heureusement que le début juillet a été plus chaud et ensoleillé, sinon je crois que les résultats auraient été encore plus désastreux. Il nous reste à espérer que nos bêtes puissent pâturer le plus longtemps possible sans avoir à utiliser nos réserves de fourrage. Quant aux céréales, j'attends de voir. Le début de juillet est aussi celui du départ d'une partie des Allemands qui logeaient à la ferme, notamment nos 3 officiers, dont Hans. Tout compte fait, sa conversation va me manquer, ce que bien sûr je ne lui dirai jamais. Non seulement il connaît bien le village où se trouve mon frère, mais il est cultivé, et nous parlions aussi littérature. Le jour de son départ, il affiche une tristesse qui m'émeut. Je sais que ceux qui partent vont être envoyés sur le front russe. Nous nous croisons en sortant de nos chambres respectives. Lorsqu'il s'approche et me tend la main pour me dire au revoir, j'ai l'impression qu'il est au bord des larmes. Adieu, mademoiselle Hélène. J'espère que vous ne garderez pas un trop mauvais souvenir de mon séjour ici, même si cela vous a obligé à partager votre chambre avec votre charmante grand-mère. J'avoue que cette situation m'a agacée au début, et que j'ai été un peu dure avec vous, avouai-je. Mais ensuite, j'ai apprécié nos quelques conversations. « Pourrais-je vous écrire » demande-t-il hésitant. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Hans. »« Je comprends, » répond-il tristement. « Cela pourrait nuire à votre réputation. »« En effet, et c'est la seule raison. »« Attendez une minute, je reviens tout de suite, surtout ne bougez pas. » Je rentre rapidement dans ma chambre et j'attrape mon exemplaire des Fables de La Fontaine. J'inscris rapidement sur la première page « Pour Hans, avec toute mon amitié, au revoir, pas adieu, Hélène. » Je ressors aussi vite. Mon officier est fort surpris de recevoir un cadeau de ma part et rougit jusqu'aux oreilles en lisant ma dédicace. « Merci, Hélène, bafouille-t-il. Si vous ne pouvez m'écrire, vous aurez au moins un souvenir. Si nous nous étions rencontrés dans d'autres circonstances, nous serions sans doute devenus amis. Prenez soin de vous, Hans, dis-je précipitamment en lui serrant la main. Je regarde partir le lieutenant Fischer avec un pincement au cœur. Je lui souhaite vraiment de survivre à cette guerre, de pouvoir ensuite fonder une famille et être heureux. J'ai beau détester les Boches, Hans était devenu une exception. Je ne sais pas si sa relation avec Lucie Follet était sérieuse et s'il reviendra pour elle. Et à vrai dire, ce ne sont pas mes oignons. Juste avant la rentrée scolaire 1941, à part quelques soldats que nous devons loger au moulin, nous croisons peu les officiers qui ont remplacé ceux partis sur le front russe. La plupart des gradés qui arrivent vivent dans le village, au château de la Duchesse, non loin de leur bureau. En tout cas, les 2 nouveaux que mes parents hébergent ne dînent pas avec nous et ne rentrent que pour dormir. Quant aux soldats du moulin, ils viennent chacun leur tour s'approvisionner en lait, en beurre, en œufs. Grand-mère a récupéré sa chambre et moi mon intimité lorsque les congés scolaires me permettent de séjourner à la ferme. Je retrouve avec plaisir Solange ainsi qu'Élise, toujours aussi discrète. Elle me fait penser à une petite souris qui se fait le plus invisible possible. Heureusement pour elle, elle n'est pas interne et échappe en fin d'après-midi jusqu'au lendemain matin à l'ambiance toujours aussi lourde vis-à-vis des filles jugées infréquentables, voire indésirables par leur religion, leur statut social ou leur aspect physique. L'automne, plus que frais après un mois d'août pluvieux qui n'a pas facilité les moissons, est suivi par un hiver aussi glacial que le précédent. La nouvelle de l'attaque japonaise sur Pearl Harbor en décembre nous est parvenue et nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce à dire que les Américains vont intervenir sur le front occidental? N'ont-ils pas déjà de quoi faire avec les Japonais? Pour l'instant, à Rouen, rien ne change dans notre quotidien morose. Notre principale préoccupation est notre estomac qui crie famine, car les rations ont encore évolué, à la baisse bien sûr. Maman m'écrit que papa a vendu 3 vaches pour leur viande, anticipant finalement, sans le savoir, les exigences des Allemands, mais surtout à cause du manque de fourrage. De mon côté, j'ai repris ma plume pour écrire à mon grand frère. Mon très cher André, le temps passe si vite et je suis si concentrée sur mes études que j'ai tardé à t'écrire. Me pardonneras-tu mon retard à répondre à ta dernière lettre?
Lorsque je suis rentrée à la maison pour Noël, j'ai trouvé la maison vide. Je ne vais tout de même pas dire que nos invités nous manquent, ce serait faux. Mais le silence est pesant. Tu connais papa. Il a toujours été taiseux. Et actuellement, tenir sa langue est une grande qualité. L'ambiance est plus détendue lorsque nous sommes entre femmes. Certains événements de ce début 1942 m'inquiètent beaucoup, et tu connais bien les valeurs qui m'animent, les mêmes que les tiennes. Comme j'aimerais t'en parler de vive voix. Papa, maman, grand-mère et Roger tiennent l'exploitation à bout de bras. Les Allemands ont réquisitionné nos 2 chevaux. Heureusement, il nous reste les bœufs. Comme papa a vendu quelques vaches pour la boucherie, nous aurons une surface moins importante à labourer et à ensemencer. D'autres sont dans des situations bien pires que la nôtre. Surtout ne t'inquiète pas pour nous. Notre potager et notre basse-cour suffisent à nous nourrir, malgré la réquisition des œufs. Et notre village n'est pas une cible pour les bombes alliés. Surtout, prends bien soin de toi, mon grand frère. Ta crevette. Ce que je n'ose écrire à André, ce sont les mesures anti-juives. Depuis février, les Juifs de la zone occupée doivent respecter un couvre-feu entre 20h et 6h du matin, et ils ont l'interdiction de changer de domicile ou de résidence principale. De quoi faciliter les arrestations. Et justement, au début mai, il y a déjà eu une rafle à Rouen, dans la nuit du 6 au 7, et sans doute pas qu'à Rouen. Ils n'ont arrêté que les hommes, dont le père d'Élise. Lily se retrouve seule avec sa mère et son frère de 15 ans. Après un conseil de guerre discret à 3, nous proposons à notre ami de l'aider. Avec Solange, nous avons une idée, mais nous allons avoir besoin de l'aide de mes parents et pas seulement de la leur. Ce sera notre premier acte de résistance. Enfin pour moi, car apparemment Solange n'en est pas à son coup d'essai. Pendant qu'elle gère sa part du travail, j'écris à ma mère pour lui demander d'accueillir une amie et son frère, dont le père est prisonnier, avec leur maman pendant les vacances. Je les présente comme des recrues utiles pour les travaux d'été. Je compte sur elles pour convaincre mon père. En tout cas, j'espère que nous pourrons exécuter notre plan dès la fin de notre première partie de baccalauréat. Élise est d'accord. Il faut désormais convaincre sa mère. Car si au début mai, les nazis ont arrêté les hommes, ils ne vont sans doute pas s'arrêter là. Et de toute façon, même si la famille a quelques économies, la mère d'Élise ne va pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille très longtemps. En revanche, un de ses frères vit en zone libre, à Thonon-les-Bains. Je crains que la situation empire. Et la suite semble me donner raison. Si Darlan s'est opposé en janvier à toute marque distinctive permettant d'identifier les Israélites, l'étoile jaune finit par leur être imposée par une ordonnance allemande le 29 mai. J'ai les tripes aussi nouées que celles d'Élise lorsque je la vois arriver au lycée le lundi 8 juin, en arborant cette horrible marque devenue obligatoire depuis la veille. Quelle ne fut pas ma surprise en voyant débarquer ma grand-mère le jeudi suivant, le 11 juin. Elle m'attendait pour ma permission, de 16 à 17 heures. « Chargée de mission par ta mère, me dit-elle avec un clin d'œil en m'embrassant sur chaque joue. Elle me suit pour mes quelques emplettes et je profite de l'occasion pour lui présenter Solange qui m'y accompagne habituellement. C'est autour d'un verre de jus de pomme que nous passons une demi-heure à discuter à voix basse. Hélène, tes parents aimeraient avoir quelques précisions sur tes amis que tu veux convier à la maison pour les vacances, commence grand-mère. Comme je l'ai écrit à maman, il s'agit de mon amie Élise Littmann, de son frère Pierre et de sa mère. Leur père a été arrêté. Et pourquoi cette année et pas l'année dernière? Ma mère a semble-t-il lu entre les lignes, et grand-mère cherche la confirmation de ses hypothèses. Leur situation a changé depuis, répond évasivement. Hélène, poursuit ma grand-mère, j'imagine que ces personnes auront des papiers en règle? Ce sera le cas, madame, répond Solange à ma place. Très bien, je vois. C'est ce que je pensais. Je suis fière de vous, les filles. Ça nous fera des bras supplémentaires, ajoute-t-elle d'une voix enjouée. Et heureusement, nous avons ce qu'il faut dans notre cellier. Grand-mère Albertine m'étonnera toujours. Et comme si ça ne suffisait pas, elle enfonce le clou. Dis-moi, Solange, le nom de jeune fille de la mère de notre ouvrier Roger est aussi Renier. Tu n'as pas de la famille à Saint-Martin? Oui, ma tante, la sœur de mon père, Marie Buisson. Son mari était maréchal ferrant à Saint-Martin, et elle, depuis qu'elle est veuve, est blanchisseuse et s'occupe du ménage à l'école et à la mairie. Eh bien, le monde est vraiment petit. C'est donc ton cousin Roger qui s'occupera de nos recrues pour les foins et les moissons, ajoute mon aïeul en se tournant vers moi. Bon sang,
Roger. Le petit Roger est dans le coup. Je me doutais bien que le père de Solange œuvrait dans la clandestinité. De là à penser que notre ouvrier en faisait autant. Je ne montre rien de toutes les idées qui bouillonnent en moi, mais je me jure de démêler tous cet écheveau. Ma famille semble accepter les choses facilement, et franchement, je trouve ça louche.